La science CQFD, Natacha Triou. Pour ce jeudi grand portrait, nous avons la chance et l'honneur de nous entretenir 1 heure avec la lauréate du prix Nobel de physique 2023, Anne L'Huillier, est notre invitée. Combien de temps un électron met-il pour sortir d'un atome? Comment saisir son mouvement? C'est grâce aux travaux de cette cinématographe de l'attoseconde que l'on peut enfin répondre à ces questions. On la surnomme la paparazza de l'infiniment petit. Pionnière de la physique ultra rapide, avec elle est né un nouveau domaine d'exploration, la physique attoseconde, et avec elle, de nouveaux outils pour sonder les propriétés quantiques de la matière. Anne L'Huillier, un Nobel en une fraction d'attoseconde. Anne L'Huillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de physique atomique à l'université de Lund en Suède et lauréate du prix Nobel de physique 2023. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France, mais aussi sur la plateforme YouTube. Vous pouvez également nous écouter tout en nous suivant sur X, ex-Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources pour compléter votre écoute. C'est tout de suite sur notre fil @ScienceCQFD. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre parcours? Comment l'attophysique ouvre-t-elle une fenêtre inédite sur la matière? Quelles en seront les prochaines étapes? Quelles découvertes vous ont marqué et quelles en sont les éventuelles applications? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, on revient un tout petit peu en arrière, le 3 octobre 2023, c'est notre archive du jour. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Physics. L'Académie royale des sciences de Suède a décidé d'attribuer le prix Nobel de physique 2023 à parts égales à Pierre Agostini de The Ohio State University aux États-Unis, à Ferenc Krauss du Max Planck Institute for Quantum Optics en Allemagne et Anne L'Huillier de la Lund University en Suède pour des méthodes expérimentales qui génèrent des impulsions lumineuses attosecondes pour l'étude de la dynamique des électrons dans la matière. Anne L'Huillier, il paraît que vous étiez en train de donner cours lorsque vous aviez appris que vous receviez ce Nobel. Oui, effectivement, oui. C'était pendant la pause au milieu d'un cours. Vos étudiants devaient être sacrément contents, j'imagine. J'ai pas pu le dire aux étudiants parce que quand on reçoit la nouvelle, c'est secret pendant 1 heure de plus avant l'annonce officielle. En fait, c'était pendant la pause. Ensuite, je suis retournée voir mes étudiants et je leur ai demandé la permission de partir un quart d'heure avant. Et j'aurais rien dit, mais je crois que les étudiants ont deviné. Ils m'ont applaudi et j'ai continué à leur dire, mais je vous ai rien dit du tout. Et ensuite, j'ai essayé de continuer ce cours pendant 1 demi-heure. C'était pas très facile, mais je me sentais obligée de le faire, voilà. On peut imaginer, en effet, l'émotion que ça a dû être de continuer ce cours. Ce prix Nobel vous a été remis le 10 décembre à Stockholm. Depuis sa création en 1900, vous êtes la 5e femme prix Nobel de physique, la 2e française depuis Marie Curie. Est-ce que ça compte pour vous? Est-ce que c'est important à vos yeux? Ah, c'est très important. C'est une femme de plus. Je pense que c'est vraiment très important pour les générations futures d'essayer de renverser un peu cette statistique qui est quand même très très mauvaise pour les femmes. Évidemment, on est vraiment très très loin de renverser, mais aider un petit peu à ce qu'il y ait plus de femmes qui ont le prix Nobel en physique. Oui, on manque d'étudiantes en sciences dès la licence. Avec ce Nobel, vous espérez pouvoir inspirer des jeunes filles, leur donner la confiance pour se lancer dans une carrière scientifique? Oh bah oui, j'espère. Si ça réussit même, suffit d'une seule, je serais vraiment très contente. C'est important d'avoir des modèles, de savoir qu'il y en a d'autres qui ont fait ce parcours avant moi. Donc, pour moi, c'était très important de savoir que Marie Curie avait eu le prix Nobel. Marie Curie a été un modèle pour vous? Ah oui, vraiment. Oui. Autre chose, votre prix Nobel a été célébré autant en France qu'en Suède. Ça aussi, c'est extraordinaire. Je m'y attendais pas tellement, parce que quand même, je suis suédoise et je suis installée depuis 30 ans. Mais ça a été vraiment célébré dans les 2 pays pour plusieurs raisons, parce que je suis française et la découverte a été faite en France, au moins le début. Et puis en plus parce que je pense que j'ai gardé quand même des très bons liens avec mes anciens collègues. Mais pour moi, française, disons, ça a été extraordinaire que ce prix
été aussi bien reçue dans les deux pays. Je me suis sentie vraiment suédoise et française. Donc, formidable. On peut aussi parler de la série des Nobel de physique français de ces dernières années. Gérard Mourou, récompensé avec Donna Strickland en 2018, Alain Aspect en 2022, Pierre Agostini et vous, Anne Mullier. Vos carrières se sont caractérisées par une utilisation intensive de laser. On peut dire donc qu'il existe une exception française en matière de laser? Je pense qu'il y a une très bonne école française en optique et en physique, physique atomique, physique quantique, qui certainement amène ces prix Nobel. Bon, c'est peut-être aussi une partie de chance, je ne sais pas. On va parler de comment on étudie le mouvement et la dynamique des électrons au cœur de la matière, mais avant ça, un mot sur votre parcours. Anne Mullier, vous êtes née le 16 août 1958 à Paris. Est-ce que vous identifiez la naissance de votre vocation? Y a-t-il quelque chose qui vous prédisposait aux sciences? Non, j'arrive pas vraiment à me rappeler d'un moment particulier où cette vocation m'est venue. C'est une question qui m'a été beaucoup posée depuis que j'ai le prix Nobel. Et je donne un petit peu deux réponses. D'abord, j'ai un grand-père du côté de ma mère qui était professeur en radioélectricité. Donc, c'est la vieille électronique et la radio. Et il était chercheur et ingénieur. Il est mort quand j'avais 4 ans, donc je me rappelle plus très bien, mais il y a une espèce d'histoire familiale qui m'a passionnée et bon, peut-être que ça m'a aidée dans mon parcours. L'autre souvenir que j'ai, ça c'est vraiment un souvenir, c'est quand les premiers hommes ont marché sur la Lune en 1969. Donc ma grand-mère m'avait réveillée pour voir au milieu de la nuit le premier homme marcher sur la Lune. Et je me rappelle très bien, et ce dont je me rappelle, c'est ce qui m'avait émerveillée, c'est la technique et la science qui ont été nécessaires pour que ce soit possible. Je pense que j'avais déjà vraiment un intérêt vers les sciences à ce moment-là. Donc j'avais un peu plus de 10 ans. Oui, sur ce réveil nocturne en pleine nuit de juillet 69, vous dites dans une interview, le pouvoir de la science mis au service de l'humanité m'a vraiment impressionné. L'idée des maths et de la physique était sans doute déjà là, mais cet événement a assuré ma détermination. Oui. Votre père était ingénieur en informatique, la discipline faisait ses premiers pas. Est-ce que les sciences étaient omniprésentes chez vous? Je dirais pas que les sciences étaient omniprésentes, mais certainement le parcours de mon père a aussi influencé ma carrière. Il a été vraiment au début de l'informatique et il a travaillé pour le lancement de fusées au CNES, par exemple, et ça aussi, ça impressionne un enfant. Donc, les sciences étaient, entre guillemets, bien vues dans notre famille. Alors vous êtes entré à l'ENS en 1977, vous faites une double maîtrise, maths et physique. Vous avez une agrégation de mathématiques. Pourquoi avoir fait le choix de la physique? Je pense que c'est pas que j'ai fait un choix à ce moment-là. J'avais toujours un petit peu l'envie de faire de la physique, mais aussi l'idée que ça serait bien de faire des mathématiques le plus loin possible. Et j'aimais beaucoup mieux les mathématiques que la chimie, par exemple. Et dans cette préparation à l'école normale, soit on fait physique-chimie, soit on faisait mathématiques-physique. Et pour moi, mathématiques-physique correspondait mieux à ce que j'aimais, donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis rentrée à l'école normale supérieure en mathématiques. Et j'ai voulu faire l'agrégation de mathématiques, mais en même temps d'avoir cette double maîtrise pour pouvoir faire un peu les deux. Mais ensuite, j'ai vraiment voulu aller vers la physique, voilà. Mais avec un bagage mathématique qui était bien et ça m'a aidé pendant toute ma carrière. Et cette agrégation de maths vous a permis d'aller faire le DEA de physique quantique dont vous rêviez. Qu'est-ce qui vous fascine plus précisément justement dans la mécanique quantique? Ce qui est très fascinant dans la mécanique quantique, c'est que d'abord, c'est quand même très mathématique et ça correspondait à mon intérêt. Et en même temps, c'est la physique du microcosmos, donc vraiment de ce qui se passe dans la matière, ce qui est aussi fascinant. Et il y a plein de choses qui sont pas intuitives dans la mécanique quantique et qui sont en même temps très intéressantes. Et puis la mécanique quantique et sa capacité aussi à expliquer comment la matière évolue à la plus petite échelle, ça c'est aussi quelque chose qui vous intéressait à cette époque? Absolument, et là aussi j'ai été influencée par des bons professeurs pendant toute mon éducation. Je voudrais vraiment insister sur l'importance de l'enseignement et pour inspirer les jeunes.
professeur en mathématiques au lycée et professeur en physique, et notamment pendant cette dernière année d'études, ce DEA de physique quantique, j'ai eu la chance d'avoir Claude Cohen-Tanouji comme professeur en mécanique quantique, et aussi Serge Haroche. Et ça aussi, ça m'a beaucoup influencé. Et 2 futurs prix Nobel. Claude Cohen-Tanouji, sera d'ailleurs aussi votre président de jury de votre thèse que vous soutenez en 87. Et vous dites aussi qu'il vous a beaucoup inspiré dans votre parcours, mais de quelle façon plus précisément ? Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est sa manière d'enseigner la science physique, très pédagogique, mais en même temps sans avoir peur des équations et de raconter avec l'aide des outils mathématiques ce qui se passe, d'aller en profondeur des choses, mais en restant très pédagogique. Ça m'a inspiré dans ma carrière, aussi dans ma façon d'enseigner. J'essaye d'appliquer le même style. Bon, je peux jamais copier, bien sûr, ce qu'il avait fait, mais un petit peu. Et je crois que c'est un petit peu une école française d'enseigner quelque chose en allant au fond, sans avoir peur de faire un peu de mathématiques et de dériver des équations, mais en même temps d'extraire l'interprétation physique et d'essayer de faire comprendre avec les mains ce qui se passe. À la fin de votre DEA, vous voyez une annonce du CEA, du commissariat à l'énergie atomique à Saclay, en physique des atomes en champ laser intense. À l'époque, c'était un peu exotique ou en quoi ça consistait ? C'était très exotique. C'était un petit peu à côté de ce qui se faisait en physique atomique à l'heure actuelle, qui était beaucoup vers les atomes froids. Mais donc ça, c'était un petit peu exotique. C'était au CEA. Mais ça avait l'air très intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai été... d'abord, j'ai fait un stage au CEA. Et à l'issue du stage... Gérard Mainfray m'a proposé de rester comme étudiant de thèse, et j'ai accepté la proposition, et donc j'ai démarré une thèse l'année suivante. Envoyer de la lumière laser sur du gaz enfermé dans une chambre à vide et regarder ce qui se passe, c'est ce que vous n'avez jamais cessé de faire jusqu'à aujourd'hui. Quelle a été votre découverte et que s'est-il passé à Saclay en 1987 ? Restez avec nous, on y arrive. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir 1 heure avec Anne L'Huillier, pionnière de la physique ultra rapide à l'échelle de l'attoseconde et prix Nobel de physique 2023. Ce prix Nobel récompense les méthodes expérimentales qui ont permis la production d'impulsions de lumière d'une durée de l'ordre de l'attoseconde. Ça, c'est un domaine de recherche qui est apparu à la fin des années 80. Avant de décrire votre découverte, Anne L'Huillier, peut-être faire un point sur les échelles et les ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'une attoseconde ? Une attoseconde, c'est 10-18 secondes, 10 à la puissance moins 18 secondes, c'est très 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 court. C'est un milliardième de seconde. On peut aussi écrire ça 0,170 et puis un 1. Donc c'est une échelle de temps très petite. On peut comparer 1 seconde à une attoseconde comme de 1 seconde à l'âge de l'univers, qui est 13,8 milliards d'années. Oui, c'est ça, on dit qu'il y a autant d'attosecondes dans une seconde que de secondes depuis le Big Bang. Voilà. Alors, dans une seconde, il y a 1 milliard de milliards d'attosecondes, mais que peut-il bien se passer en une attoseconde ? Eh bien, l'attoseconde, ou on va dire quelques dizaines d'attosecondes, c'est l'échelle de temps du mouvement des électrons dans les atomes et les molécules dans la matière. Donc, avoir des impulsions lumineuses qu'on va réussir à produire dans ce domaine temporel, ça permet d'aller essayer de capter ce mouvement très rapide des électrons dans la matière. Alors toujours sur ces questions d'échelle et d'ordre de grandeur, les noyaux des molécules bougent les uns par rapport aux autres, ils ont des vitesses de l'ordre de la femtoseconde, c'est ça ? Voilà, ils ont disons l'échelle de temps pour suivre le mouvement des atomes dans les molécules, c'est la femtoseconde, ou à nouveau quelques dizaines, centaines de femtosecondes. Donc ça, on a commencé à pouvoir le faire à l'aide de lasers femtosecondes. Ça veut dire laser avec une impulsion lumineuse de durée femtoseconde. Donc c'est le domaine de la femtochimie.
Avec nos impulsions attosecondes, on va aller voir des particules qui bougent encore plus vite que les atomes. Ces particules sont les électrons. Et donc, on va pouvoir voir le mouvement de ces électrons. Alors, je pose une question volontairement naïve pour bien comprendre pourquoi on a besoin de la physique attoseconde pour étudier le mouvement des électrons. Est-ce qu'on peut pas imaginer prendre un appareil photo perfectionné pour capter ce mouvement-là ? Non, on peut pas parce que c'est la même idée que pour pouvoir filmer un mouvement rapide, par exemple un footballeur ou un joueur de tennis avec sa raquette qui bouge très très vite. Il faut une caméra avec un temps d'exposition très court ou flash très court pour pouvoir suivre ce mouvement. On prend plusieurs expositions pour suivre le mouvement. Si on a un temps d'exposition très long, on va voir quelque chose de complètement flou. Je crois que tout le monde a vu ces images quelque part. C'est la même idée. Pour voir le mouvement rapide des électrons, il faut un flash qui a une durée très très courte, comparable, disons, à l'échelle de temps de ce mouvement. Et c'est pour ça qu'il nous faut ces impulsions attosecondes. En 1986, à Saclay, Annulier, vous travaillez sur les phénomènes d'excitation et d'ionisation multiples. On peut peut-être aussi rappeler qu'est-ce que c'est que l'ionisation ? L'ionisation, c'est simplement on arrache un électron d'un atome. C'est pas facile parce que les électrons sont très liés. On appelle ça sont vraiment confinés par l'atome, par les forces électromagnétiques entre l'électron et le noyau. Et donc c'est quelque chose de très stable, heureusement, parce que sinon on serait pas là. Et donc avec l'aide de différents moyens, par exemple avec l'aide d'un rayonnement dans le domaine des X, où on peut enlever un électron d'un atome et on forme un ion. C'est ça, c'est que vous étudiez cet effet photoélectrique en temps réel. Ça, c'est un processus qui a été théorisé par Einstein en 1905. Oui, alors ça, on va pouvoir le faire avec les impulsions attosecondes, d'étudier en temps réel avec des petites guillemets là, cet effet de photoionisation en temps réel. Mais à l'époque, en fait, pendant ma thèse, dans les débuts des années 80, on étudie l'ionisation. Ça s'appelle l'ionisation multiphotonique. Ça veut dire en absorbant plusieurs photons. On utilise maintenant un rayonnement laser intense pour arracher un électron à l'atome. Donc c'est pas exactement le même phénomène, c'est pas aussi simple, on va dire ça comme ça, que le phénomène de photoionisation qui a été expliqué par Einstein, où l'atome va absorber un seul photon pour être ionisé. Là, on absorbe plusieurs photons en même temps. Ça veut dire qu'on doit vraiment avoir un laser intense pour pouvoir faire ça, et on regarde ce qui se passe. Oui, c'est ça, c'est ce processus d'ionisation, on peut le déclencher avec des lasers et donc attendre des champs électriques très puissants. Voilà, exactement. Et c'était mon sujet de thèse, et c'était le sujet d'un petit groupe de recherche dirigé par Gérard Mainfray dans les années 80. Et votre thèse que vous soutenez en 86, intitulée Ionisation multiphotonique et multiélectronique. Après ça, en juillet 87, vous êtes donc embauché au CEA, vous bombardez des atomes avec un laser intense, mais au lieu de suivre les ions excités, comme vous l'aviez fait jusque-là, vous avez l'idée de regarder si ces ions, en se désexcitant, émettent de la lumière. Voilà. L'idée qui est apparue à l'issue de ma thèse et d'autres études, c'est que on arrive à ioniser un atome et on peut aussi l'exciter, c'est-à-dire qu'on bouge les électrons, non pas complètement on les enlève, mais on les bouge vers des états plus excités. Et si on arrive à des états excités, on doit pouvoir ensuite l'atome va se désexciter en émettant de la lumière. Ça s'appelle la lumière de fluorescence. Donc l'idée qu'on avait, c'est de regarder la lumière qui est émise dans ce processus pour apprendre plus de choses sur justement ces phénomènes d'ionisation ou d'excitation par absorption d'un rayonnement laser intense. Cette idée-là que vous aviez eue, c'était par hasard? C'est de la pure sérendipité?
Non, c'était pas. D'abord, on n'était pas tout seul. Il y avait d'autres équipes qui avaient. C'était pas une idée par hasard. C'était assez naturel parce qu'on avait passé beaucoup d'années à regarder les ions émis ou les électrons émis, et c'était un petit peu la suite de regarder la lumière émise. Voilà. C'est ça, c'est avec l'idée que peut-être que la lumière laser utilisée pour ioniser est peut-être elle-même modifiée après l'ionisation. Oui, enfin on produit, dans ce phénomène, on probablement, et oui, c'est toujours le cas, on produit aussi des atomes excités ou des ions excités, et qu'on peut apprendre plus de choses en regardant la lumière émise, cette lumière de fluorescence. Donc c'était une idée assez naturelle. Bon, par contre, ce qui est vraiment, ce qui me fascine toujours, c'est on n'a pas du tout vu ça, on a vu autre chose. Et c'est ça, c'est qu'au lieu de voir une simple fluorescence, vous avez vu apparaître des harmoniques, beaucoup d'harmoniques. Qu'est-ce que c'est que ces harmoniques? C'est comme avec le son? Oui, voilà. Alors, on a vu des harmoniques. Les harmoniques, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en musique. Lorsqu'on produit une certaine note de musique avec un instrument, en général, on produit pas uniquement cette note, mais aussi des harmoniques de cette note. Ça veut dire, si on pense que on fait de la musique, on produit une certaine onde qui a une certaine fréquence, on va produire des harmoniques, c'est-à-dire des ondes qui ont une fréquence beaucoup plus élevée, égale à un multiple de cette fréquence initiale. Alors, si on parle de musique, par exemple, je fais un do avec un piano, bon, l'harmonique, c'est le do suivant de l'échelle d'au-dessus. Donc, c'est la même note, mais comme j'ai dit, la fréquence correspond c'est 2 fois, si on prend celle d'au-dessus, ça va être 2 fois la fréquence de l'onde initiale. Et les instruments de musique ont tous plus ou moins la possibilité, enfin la possibilité de créer ces harmoniques, et c'est ce qui fait le timbre d'un instrument de musique, c'est le nombre d'harmoniques qui sont produits à chaque fois qu'on produit une certaine note. Et c'est quelque chose que je connaissais pas tellement, mais j'ai appris que par exemple les instruments à cordes produisent naturellement beaucoup d'harmoniques, alors que par exemple la flûte est un son très très pur, quasiment pas d'harmonique. Et parmi les instruments à cordes, l'instrument qui produit le plus harmonique, c'est l'alto. Voilà. Donc, nous, on produit des harmoniques pas d'une onde acoustique, mais on va produire les harmoniques de notre onde laser. Et lorsque vous publiez vos résultats en 88, vous montrez qu'on observe justement 14 nouvelles couleurs appelées harmoniques d'ordre élevé. Voilà, on voit jusqu'à l'harmonique 33, ce qui est énorme, et c'était vraiment le résultat majeur de cette expérience, c'est que on voit pas tellement cette fluorescence qu'on cherchait, ou quasiment pas, mais à la place on voit des harmoniques d'ordre très élevé, c'est-à-dire qu'on en voit beaucoup, et ça va très très loin. On produit de nombreuses couleurs additionnelles. Alors quand je dis couleurs, donc on caractérise la lumière à l'aide d'une fréquence. C'est-à-dire une lumière, c'est une onde qui a une certaine fréquence, et dans le domaine visible, les fréquences, c'est la même chose que les couleurs. Donc, par exemple, une couleur bleue a une fréquence plus élevée qu'une couleur rouge. Donc avec nos harmoniques, on va produire, on part d'un laser qui a généralement une fréquence dans le domaine infrarouge, donc c'est en dessous du rouge, généralement on ne la voit pas, mais donc on parle de l'infrarouge, et en multipliant par cette fréquence par un nombre entier, et comme dans cette première expérience, on a été jusqu'au nombre 33, c'est-à-dire qu'on produit une fréquence qui est 33 fois la fréquence initiale. Ça nous emmène très loin, ça nous emmène au-delà du domaine visible. Donc, on produit de la lumière à une fréquence, à une couleur qui est en fait invisible, qui est dans le domaine, on appelle ça l'extrême, l'ultraviolet extrême. Donc, on est au-delà de l'ultraviolet. Malheureusement, on ne peut pas voir ces couleurs, c'est pas visible à l'œil,
c'est dans ce domaine ultraviolet extrême. Ces ultraviolets extrêmes, on parle d'UVX. Autre fait étrange, les harmoniques, au lieu de s'atténuer peu à peu, elles conservaient la même intensité. Voilà, et ça a été la grande surprise, hein, parce qu'en fait, on s'attendait à ce que ces harmoniques soient de plus en plus difficiles à produire. Donc, on s'attendait à rien du tout. Mais si on voyait les harmoniques, eh ben leur intensité devrait descendre lorsqu'on va vers des ordres élevés. Et au contraire, on a vu un plateau. C'est-à-dire toutes ces harmoniques ont quasiment la même intensité jusqu'à une certaine fréquence qu'on appelle la fréquence de coupure où le phénomène s'arrête. Voilà. Vous avez ensuite eu envie de creuser ce phénomène, d'aller plus loin, et vous avez construit donc un spectromètre spécial, hein, un instrument dédié à la génération d'harmoniques. Oui, voilà. On a voulu optimiser un petit peu la façon d'étudier ces phénomènes et construire un instrument qui nous permettrait de les mesurer dans de bonnes conditions. Et là, à ce moment-là, vous détectez non plus 14 nouvelles couleurs, mais 125. Et on parle à ce moment-là donc de génération d'harmoniques d'ordre très élevé. Voilà, c'est ça. Ça, c'était une expérience avec mon premier étudiant de thèse, Philippe Balcou. Donc ça, on est en 92. Et on a utilisé un laser qui était très puissant, c'est un domaine qui a énormément été aidé par le progrès des technologies laser. Donc mes collègues avaient implémenté une nouvelle technique qui s'appelle l'amplification à dérive de fréquence, qui a eu le prix Nobel en 2018 à Donna Strickland et Gérard Mourou. Donc, mes collègues à Saclay avaient implémenté cette technique avec le laser qu'on avait à ce moment-là. On a utilisé, la première expérience qui a été faite avec ce laser, ça a été de regarder la génération d'harmoniques et de voir ces harmoniques extrêmement élevées jusqu'à des ordres 125 ou quelque chose comme ça. En pratique, les harmoniques obtenues, on peut se poser la question sont-elles vraiment de l'ordre de l'attoseconde, puisque à ce moment-là, on ne pouvait pas les mesurer, on n'avait pas l'outil. C'est là qu'interviennent les travaux de Pierre Agostini. Comment ont-ils permis de mesurer concrètement ces impulsions lumineuses et de faire voir le jour à la physique attoseconde? Restez avec nous, on répond à cette question dans quelques secondes.
vitesse lumière du groupe Les Jolies Choses en direct sur France Culture, car nous entretenons tout au long de cette heure avec la pionnière de la physique ultra rapide à l'échelle de l'attoseconde, Anne L'Huillier, professeure de physique atomique à l'université de Lund en Suède et lauréate du prix Nobel de physique 2023. Nous venons de voir comment vous en étiez arrivé à devenir photographe à l'attoseconde près et comment l'attoseconde est bien la grandeur pertinente pour comprendre le mouvement des électrons dans la matière. En 2001, Pierre Agostini et Ferenc Krausz ont été les premiers ex-aequo à réussir à mesurer les impulsions attosecondes. Anne L'Huillier, dans quelle mesure leur travail a-t-il été différent tout de même ? Leurs travaux ont été différents parce que Pierre Agostini a mesuré une impulsion attoseconde dans un train de pulse attoseconde et Ferenc Krausz a mesuré une impulsion attoseconde unique par des méthodes voisines mais quand même un petit peu différentes. On a des harmoniques. Les harmoniques, ce sont des ondes à des fréquences différentes. Et je dirais quasiment après la découverte des harmoniques, a été posée la question suivante. Est-il possible que lorsqu'on met ces harmoniques ensemble, elles sont générées ensemble de toute façon, est-ce la structure temporelle de ces harmoniques, est-ce que c'est possible d'avoir des impulsions extrêmement courtes, une série d'impulsions de durée extrêmement courte? On appelle ça un train de pulse attoseconde. Et l'idée est la suivante. Donc, comme j'ai dit, on a des ondes de fréquences différentes. Si on suppose que toutes ces ondes, on prend un maximum de ces ondes, et on suppose que toutes ces ondes harmoniques ont leur maximum au même instant. Alors, si on ajoute mathématiquement ces ondes, si elles ont un maximum au même instant, on va additionner de façon constructive la lumière à cet instant précis. On appelle ça des interférences constructives. Par contre, un instant un petit peu plus loin, les ondes vont pas tomber, les maximums vont pas tomber ensemble et donc on appelle ça des interférences destructives. Là, il y aura pas de lumière. Mais donc, j'ai dit, si ces harmoniques sont synchronisées à un certain instant, c'est-à-dire tous les maxima ensemble, on va additionner toute la lumière et on va créer des impulsions lumineuses de durée extrêmement courte. Et ça, c'était une question qui a été débattue pendant toutes les années, je dirais 90. Est-ce possible d'avoir... comment est-ce que ces harmoniques sont-elles synchronisées? Est-ce qu'on va avoir cette chance que tous les maxima vont arriver exactement au même instant? Et si c'est le cas, dû à la périodicité du processus, ça sera le cas... un demi-cycle du laser après. Donc, on va avoir cette séquence, on appelle ça un train d'impulsion attoseconde. Donc, ça, c'était vraiment une question qui a été débattue, les théoriciens ont essayé de comprendre la question. Enfin, ça a été, et je dirais que c'était pas complètement évident. Vers la fin des années 90, on arrive quand même à l'opinion que, oui, ça devrait marcher. On devrait avoir des impulsions attosecondes créées par ce phénomène de génération d'harmoniques. Mais c'est pour ça que c'est là où la physique, c'est très important qu'il y ait cette vérification expérimentale. Il fallait vraiment mesurer ces impulsions pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'on produit des impulsions attosecondes ou non? Oui, c'est ça, c'est que même si on sait depuis plusieurs années qu'on doit avoir des impulsions attosecondes, tant qu'on ne les a pas mesurées, on n'a rien du tout. Voilà, exactement. Donc en 2001, ça a été l'année qui a déclenché le vrai départ de la physique attoseconde. À partir de ce moment-là, les chercheurs en physique ont pu utiliser l'une ou l'autre des techniques et le nombre de publications qui mentionnent le mot attoseconde a explosé. Anne L'Huillier, vous avez donc démarré vos premiers travaux de recherche au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, au LIDIL, qui a été le terrain de votre découverte. Pour le reportage du jour, nous y sommes rendus pour observer les évolutions récentes de cette discipline et ses innovations. Et c'est avec vous, Céline Lausanne. Bonjour.
Bonjour Natacha, oui, j'ai eu le privilège d'explorer l'Atolab, plateforme technologique dédiée à l'ato-physique, où des jeunes chercheurs attisent ce domaine dans votre sillage, Anne Lhuillier. Un espace de 600 m² avec des lignes laser innovantes à base d'ytterbium pour sonder encore plus loin dans la matière à ses dimensions spatio-temporelles. Dans les salles blanches, les équipes améliorent les méthodes pour créer des flashs attosecondes et en développer des applications, notamment dans la physique des matériaux. Pascal Salière, responsable de l'Atolab, et Romain Génaud, chercheur au CEA, m'ont amené au cœur des expériences qui ouvrent une brèche sur le monde de l'ultra rapide et de l'infiniment petit. La plateforme est installée dans le bâtiment 706, qui est un bâtiment qui a été construit en fait pour l'accélérateur linéaire de Saclay dans les années 50. Et donc, il y a des épaisseurs de béton qui sont parfaites pour avoir la bonne stabilité qui est nécessaire pour faire les expériences à l'échelle attoseconde, où il faut une très bonne stabilité. Donc là, on rentre dans le sein des saints. Le sanctuaire voilà. de l'attoscience. Et voilà, donc je présente... Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Romain Génaud. Je fais la physique attoseconde, c'est mon domaine de recherche, pour étudier des matériaux. On est un peu les héritiers du travail qui a été fait avant nous pour générer ces impulsions attosecondes. Et nous, on essaye maintenant d'ouvrir d'autres champs de recherche grâce à ça. D'autres champs de recherche avec des nouveaux équipements, donc des nouvelles lignes de laser, avec de l'ytterbium maintenant. Oui, tout à fait. Et quand on utilise de l'ytterbium, on arrive à avoir de la lumière qui est plus puissante en moyenne et aussi des lasers qui peuvent fonctionner pendant très longtemps. C'est des lasers qui sont utilisés dans l'industrie, par exemple pour graver les écrans de téléphone, c'est ça qu'on utilise aussi. Et du coup, c'est fait pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut aussi le coupler à des méthodes de compression, à d'autres dispositifs, méthodes. Oui, tout à fait. L'inconvénient principal de la technologie ytterbium, c'est que ça génère des spectres qui sont un petit peu plus étroits que ce à quoi on est habitué. Et ça veut dire que dans le domaine temporel, c'est un petit peu plus long. Et donc, on développe en ce moment ces technologies. Surchose, Charlotte et blouse. Voilà. Et lunettes. Donc on est dans une salle laser, donc on a différentes tables optiques ici devant nous. Des tables optiques, c'est des tables très épaisses qui absorbent les vibrations et qui permettent au laser d'être bien stable. Et donc là on en a 4 en enfilade sur laquelle on a en ce moment 1, 2, 3, 4 lasers en fait. Et donc ça c'est notre laser Titan Saphir qui a été développé en partenariat avec Amplitude Technologies. Et donc quand on dit un laser, c'est pas comme un pointeur laser en fait, c'est plein de petits lasers qui nous permettent d'amplifier un faisceau. Pour ce que vous voyez, c'est plein de boîtes blanches qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans comme ça vu de l'extérieur. Mais en fait souvent il y a des cristaux de Titan Saphir dans lesquels on envoie le faisceau qu'on veut amplifier et on envoie aussi un autre laser vert donc, que vous verriez si vous enlevez vos lunettes ici et qui donne l'énergie dans le cristal et c'est ça qui va permettre d'amplifier le faisceau qu'on utilise. Et donc ça, dans toute cette installation, ça se passe 4 ou 5 fois à peu près. Donc on a des étapes d'amplification successives, ce qui nous permet d'arriver à peu près 10 watts sur les 3 expériences qu'on utilise. Donc ça, vous voyez, ça fait une taille d'à peu près 10 mètres sur 10 pour avoir ces 3 fois 10 watts, disons. Aujourd'hui, la technologie ytterbium, pour comparaison, vous voyez que dans cette petite boîte ici, une boîte grise qui fait à peu près 50 sur 20 cm, là-dedans on a 80 watts. En fait. Donc vous pouvez comparer toute cette installation qui est complètement réduite en taille grâce à cette nouvelle technologie. Ensuite, on va passer à une étape supplémentaire qui va être comment on descend de la femtoseconde à l'attoseconde, donc vraiment de l'échelle de temps des noyaux à l'échelle de temps des électrons. Alors on est dans l'obscurité, là, il y a une raison particulière. Parce qu'en fait, les collègues sont en train d'aligner le laser dans la chambre expérimentale. Tout est ouvert, donc vous allez pouvoir en fait voir l'intérieur de toutes les chambres d'expérience. C'est comme si on était sur une table d'opération chirurgicale. Oui, c'est ça. On a le chirurgien là qui est en train d'ouvrir le ventre de l'enceinte là pour voir un peu ce qu'il y a dedans et remettre en place le foie et la rate. Constant, Hugo et Raphaël qui sont en plein alignement du laser dans l'expérience. Donc vous voyez, en fait, on va d'abord contrôler le faisceau laser, on va le mettre en forme de façon à le focaliser dans un jet de gaz qui va être dans cette cuve ici, dans cette cellule ici, on injecte le gaz et on focalise le laser très fort à l'intérieur de cette cellule de façon à perturber de façon très forte les atomes de ce gaz.
Et on va de cette façon convertir de façon cohérente le rayonnement infrarouge, parce que ce laser est infrarouge, dans l'extrême ultraviolet. Et en même temps, on va comprimer la durée, donc de la femtoseconde à l'attoseconde. D'accord ? L'interaction est tellement forte qu'on a des flashs de rayonnement XUV attoseconde qui sont émis. Dans cette grande enceinte sur laquelle Hugo est penché, il y a un miroir torique qui va en fait capturer ce faisceau dans l'extrême ultraviolet. Donc il va capturer les impulsions attosecondes et qui va les refocaliser dans ici un spectromètre qui permet de mesurer la durée des impulsions. Donc de caractériser, de voir vraiment si on est à l'échelle attoseconde. Et une des applications donc moi qui me fascine le plus, c'est de voir, de filmer en temps réel l'éjection des électrons lors de l'effet photoélectrique qui a été découvert à la fin du 19e siècle par Hertz en 1880 et qui a été interprété par Einstein en 1905 grâce au concept de photon. Donc c'est en ça que cette expérience est très emblématique pour la mécanique quantique parce que c'est une des premières fois où on voyait la manifestation explicite du concept de photon. Et ce n'est que récemment que grâce à la spectroscopie attoseconde, donc à ces flashs de rayonnement ultra brefs, que l'on a su en fait mesurer le temps que met l'électron à sortir après l'absorption du photon. Donc en fait on est capable de tourner le film de la photoémission en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui a été initié par Anne Lhuillier, ces études-là, et par Ferenc Krauss. Et là, c'est tout récemment qu'on a pu faire ce film 3D de l'émission des photoélectrons ici sur la plateforme Atolab en 2021. Moi, ce qui m'excite le plus, c'est que on touche des régimes d'interaction, où on regarde comment la matière se comporte, et ces régimes-là, on n'y connaît rien du tout. Il y a très peu de théories qui existent, il n'y a aucune expérience qui existe, et donc on a des questions qui sont quand même assez largement ouvertes, et c'est ça qui moi, me plaît le plus. Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Anne Lhuillier, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oh, c'est formidable, en plus j'ai l'impression d'être avec eux, je les connais bien tous les deux. Ça m'a beaucoup plu. Si on fait le bilan, on voit qu'en 20 ans, on est passé d'une expérience de laboratoire, la vôtre, Anne Lhuillier, à une infrastructure de recherche. Le domaine a extrêmement progressé en Europe. Quelles sont les découvertes qui vous ont marqué ces dernières années? Bon, je dirais un petit peu ce que dit Pascal. Le fait qu'on commence à vraiment regarder cette dynamique des électrons dans les atomes, je trouve ça extrêmement fascinant. Avec peut-être le processus le plus simple qu'on a commencé à regarder, qui est ce processus de photo-ionisation, ionisation par absorption d'un photon dans ce domaine ultraviolet extrême. Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qui retarde ces électrons, comment ceux-ci s'influencent-ils les uns les autres. Grâce à la physique attoseconde, on peut enfin aborder ces questions. Voilà, et ça c'est vraiment nouveau. On a regardé les atomes depuis déjà une vingtaine d'années en utilisant des instruments qui nous donnent une information on appelle ça dans le domaine de la fréquence. On n'a qu'une partie de l'information. Grâce à des techniques attosecondes, on va avoir une bien meilleure information. Je peux faire un parallèle avec la photographie. Lorsqu'on photographie quelqu'un, on a une information qui est en 2 dimensions. On n'a pas l'information totale sur ce qu'on voit. Il nous manque la profondeur. Et il nous manque un petit peu la dynamique aussi. On peut avoir cette information par holographie, par exemple. Bon, là, c'est un petit peu la même chose, mais dans le domaine temporel. Jusqu'à présent, on regardait cela d'une certaine façon. On n'avait qu'une partie de l'information. Grâce aux techniques attosecondes, on a maintenant une information qui est beaucoup plus complète, qui permet de comprendre comment les électrons bougent dans la matière. Vous l'aviez dit tout à l'heure, depuis les années 2000, on a vu l'apparition de lasers de plus en plus performants, mais aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'on arrive à faire des impulsions de 1 attoseconde? Non, on n'est pas encore au domaine de 1 attoseconde. On est, je crois que le record, c'est 43 attosecondes. C'est
plus difficile de faire une attoseconde. Et je crois que dans la plupart des laboratoires, ça nous suffit, cette échelle de temps de, disons, 50, 100, 200 attosecondes pour regarder ce qu'on a envie de regarder. Donc, on ne va pas vers les records pour avoir des pulses encore plus courts, en tout cas, pas encore. Alors même s'il faudra encore plusieurs années avant que la physique attoseconde entre dans la vie de tous les jours, comment est-elle utilisée ? On continue de vous ouvrir les portes du monde des électrons. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, nous nous entretenons tout au long de cette heure avec la prix Nobel de physique 2023, Anne L'Huillier. Nous venons de voir comment la physique attoseconde était née en Europe, comment justement la communauté scientifique s'est structurée. Nous avons, Anne L'Huillier, un témoignage et une question mystère à partager avec vous. Ce témoignage nous vient de votre premier étudiant en thèse, Philippe Balcou. Au début des années 90, à Saclay, nous recevions régulièrement des grands scientifiques qui étaient venus soit discuter de la physique des interactions laser-matière, soit simplement voir le laser Terawatt de Saclay sur lequel nous faisions nos expériences. C'était en effet le tout premier laser en Europe qui suivait la technologie qui avait été inventée quelques années auparavant par Gérard Mourou. Je me rappelle par exemple avoir vu un très grand nom, Prokhorov, un des inventeurs du laser, prix Nobel, qui faisait son petit tourisme scientifique. Je me rappelle de deux autres visites particulièrement marquantes. Un jeune professeur suédois, Klaus-Göran Wallström, qui était venu nous rendre visite pour débuter une collaboration. Il faisait un froid de canard ce jour-là. Et pour aller à la cantine, nous étions tous emmitouflés. Lui, il était en bas de chemise et il se moquait très gentiment de nous en expliquant que pour lui, il faisait pas vraiment froid. Et un autre prix Nobel de physique, Ted Hench, enfin, c'était plusieurs années avant qu'il n'ait le prix Nobel, mais c'était déjà une légende vivante de la physique, qui était venu nous parler de la possibilité que les harmoniques élevées donnent des impulsions attosecondes dans le domaine temporel. Pour cela, il fallait que ce qu'on appelle les phases spectrales de toutes les harmoniques du plateau, pour simplifier toutes les harmoniques au-delà de 11 par exemple, soient reliées de manière simple. Par exemple, le bon goût d'avoir la même phase en choisissant bien le temps de référence. Malheureusement, Anne avait eu en avant-première le résultat des calculs théoriques des collègues théoriciens américains avec lesquels elle avait noué une collaboration, et ces résultats bruts disaient qu'a priori, il n'y avait pas de belles impulsions attosecondes. Il a fallu tout un cheminement scientifique sur plusieurs années pour comprendre que si on devait avoir des impulsions attosecondes, je crois que c'est le plus bel exemple que je connaisse d'interaction permanente entre expérience et théorie. Et je voudrais souligner qu'à aucun moment, Anne n'a cherché à survendre l'état des connaissances. La simplicité et la rigueur scientifique à l'état pur. Aujourd'hui, le système de recherche pousse à la survente. Un scientifique complètement rigoureux et honnête comme elle a obtenir des financements. Anne s'est toujours inscrite dans sa pratique à l'opposé de cette tendance et a commencé à mettre en avant l'existence d'impulsions attosecondes uniquement lorsqu'elle a eu des indications scientifiques fortes montrant que ce serait possible. D'où ce paradoxe. Elle a été la première à étudier systématiquement la physique qui a mené aux impulsions attosecondes. Elle a certainement été la première ou une des toutes premières à penser à ces impulsions attosecondes, mais par rigueur scientifique, elle a attendu plusieurs années avant d'en parler ouvertement en public. Alors pour le futur, il y a 1000 pistes de recherche. La question que j'aimerais lui poser, c'est celle des liens avec la physique et l'optique quantique. Comment les impulsions attosecondes peuvent-elles apporter un nouvel éclairage à ces questions très fondamentales ? Anne L'Huillier, une réponse à la question de Philippe Balcou. En tout cas, je voudrais le remercier pour ce qu'il a dit, qui me touche beaucoup. Avant de répondre à sa question, ça relie un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer et cette idée que c'était pas clair du tout que effectivement on ait des impulsions attosecondes et ça a pris plusieurs années de comprendre que c'était effectivement possible. J'étais moi-même un petit peu sceptique, quoi. Et je voulais vraiment m'assurer que c'était possible. Et c'est grâce vraiment aux mesures de Pierre Agostini et de Ferencross que oui, on s'est assuré que c'était possible. Pour revenir à sa question, c'est notre domaine attoseconde va un petit peu dans plein de directions en ce moment. On regarde en physique atomique, en physique moléculaire, en chimie, en physique de la matière condensée.
Mais il y a une direction, moi, qui m'intéresse beaucoup, et c'est la question de Philippe Balcou, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes quantiques d'une autre façon. Et on a un petit peu commencé dans cette direction chez nous à Lund et aussi dans d'autres laboratoires. Donc, quand on fait donc ces processus d'interaction entre laser-matière, on va créer des états qui sont peut-être pas aussi simples, qui sont tout ça, c'est vraiment régi par la mécanique quantique. Donc, on va, par exemple, créer des états intriqués, on dit en français. Et est-ce qu'avec nos techniques attosecondes, on peut avoir une autre lumière sur cet aspect cet aspect, disons, qui sort de la mécanique quantique, et l'intrication ou la cohérence ou décohérence grâce à nos techniques ultra rapides? Je pose ça comme une question. Je ne sais pas la réponse à cette question, mais c'est une des directions du domaine, c'est d'utiliser ces techniques-là pour regarder la matière quantique. Les applications, pour l'instant, ça reste surtout de la recherche fondamentale dans de nombreux domaines. Mais tout de même, ce rayonnement que vous avez contribué à découvrir il y a 36 ans pourrait finir par être utilisé dans la vie de tous les jours, dans des applications industrielles. Oui, alors il y a une application qui est en train de se développer. Moi, ça m'intéresse énormément. Je voudrais bien la mentionner parce que c'est vraiment, c'est pas encore dans la vie de tous les jours, mais à mon avis très prochainement. Et c'est dans l'industrie des semi-conducteurs pour contrôler la prochaine génération de circuits intégrés où on va avoir des structures extrêmement petites. On est au niveau de 10 nanomètres. Alors pour ça, il faut une nouvelle lumière pour imprimer ces circuits intégrés, et il faut aussi une autre lumière pour contrôler ces circuits intégrés. Et c'est là où l'industrie des semi-conducteurs s'intéresse à ces harmoniques et les utilise pour ce contrôle des circuits intégrés de la prochaine génération. Sont bientôt tous nos téléphones, ordinateurs, etc. Auront vu quelque part cette génération d'harmoniques. C'est en train de se développer, c'est pas encore le cas actuel, mais c'est vraiment dans le domaine des industriels maintenant et plus dans le domaine de la recherche. Alors nous allons parler dans quelques instants d'un tout autre sujet avec la chronique avec science, mais avant ça, une dernière question à Lhuillier. On vient de parler là des perspectives d'avenir de la physique attoseconde. Une dernière question sur vos perspectives. J'ai lu que vous souhaitiez écrire un livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou c'est encore trop embryonnaire ? Ah bah oui, c'est un projet que j'ai depuis vraiment de nombreuses années, mais que j'ai jamais eu le temps d'écrire ce livre. C'est d'écrire un livre pour les étudiants sur toute cette belle physique que j'ai sur laquelle j'ai travaillé depuis presque 40 ans. La génération d'harmoniques et les applications, par exemple la physique de photoionisation. Donc j'ai vraiment envie d'écrire un livre pour les étudiants qui commencent dans ce domaine, un livre où il y aurait peut-être beaucoup d'équations, où vraiment on dérive les différentes étapes des modèles qu'on a élaborés pour décrire cette physique. Voilà. Cette année, j'aurai pas le temps d'avancer sur ce livre parce que je suis un petit peu invitée à droite, à gauche pour parler du prix Nobel. Mais peut-être après, j'aurai le temps d'écrire ce livre. Voilà, je l'espère. Bien, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci 1000 fois, Lhuillier, pour cet entretien. Je vous remercie à vous. Merci. Il est temps de retrouver Alexandra Delbo avec la chronique avec science. Contrairement à ce que l'on pensait, les empreintes digitales ne sont pas si uniques que ça. Nos empreintes digitales ne seraient pas tout à fait uniques et pourtant c'est un fait qu'on croyait établi. Les dermatoglyphes, c'est le terme scientifique, sont censés être différents même chez les vrais jumeaux. Si vous regardez sous l'un de vos doigts, vous y voyez des tracés, des lignes, on appelle ça des crêtes. Elles peuvent faire des boucles, des arches ou des petits tourbillons et c'est ce qui va permettre de les comparer entre elles avec plusieurs méthodes. Il y a ce qu'on va appeler le niveau 1, on regarde juste les crêtes, donc le tracé des lignes. Le niveau 2, on regarde des points caractéristiques
caractéristique qui marque la fin des crêtes, donc une brisure de ligne ou une bifurcation. On parle de minutie, c'est ce qu'on connaît le mieux et ce qui est utilisé dans les enquêtes policières et donc dans les séries télé. Et puis, il y a le niveau 3, le plus sophistiqué, avec la position des pores de la peau. Mais parce que la formation des empreintes est aléatoire, il est théoriquement impossible de trouver par ces méthodes 2 empreintes identiques. Christophe Rosenberger est professeur en informatique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. En fait, on n'a pas de preuves mathématiques, puisque c'est vraiment une analyse statistique. Et donc, l'idée, c'est de regarder quelle est la probabilité, notamment dans le niveau de représentation de type 2, d'avoir des minuties qui vont être suffisamment similaires d'une autre personne. Alors, en fait, les empreintes digitales, elles se forment dans le ventre de la maman au 3e mois de grossesse par un procédé qui est plutôt aléatoire, qui va dépendre de beaucoup de facteurs, notamment de l'alimentation de la maman, de comment va grandir le doigt. Donc c'est encore assez peu connu ce processus de génération des empreintes digitales. Eh bien, on va avoir comme ça des empreintes qui vont former un schéma. Et si on regarde entre 2 personnes, eh bien, on estime à une probabilité qui est très faible. C'est une probabilité théorique. Donc de 1 sur 10 puissance 24, qui est très 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 faible, mais ça reste une estimation. Et en probabilité, c'est pas parce qu'on a une probabilité extrêmement faible qu'un phénomène ne se produit pas. Une chance sur 1 million de milliards de trouver 2 empreintes digitales identiques. À partir de cette statistique improbable, c'est donc développé une seconde idée. Les empreintes d'un même individu sont aussi différentes que les empreintes digitales d'une autre personne. En clair, toute empreinte serait unique, même chez un même individu. Mais cela n'avait jamais été démontré jusqu'à présent. Pour investiguer la question, ces scientifiques se sont servis d'un domaine particulier de l'intelligence artificielle qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. Rien à voir avec de véritables neurones, il s'agit d'algorithmes qui vont apprendre à générer la signature la plus pertinente de quelque chose qu'on souhaite reconnaître. Ça paraît peut-être compliqué dit comme ça, mais en fait, vous le faites vous-même tous les jours. Pour reconnaître une voiture, vous cherchez quelque chose avec des roues. Pour reconnaître un chat, vous cherchez un petit animal poilu avec des moustaches et des oreilles en pointe. Et bien là aussi, c'est pareil. Le réseau de neurones a cherché les caractéristiques les plus importantes pour reconnaître une empreinte digitale d'une autre, des caractéristiques encore plus précises. Et finalement, il a comparé ces signatures pour chaque doigt d'une même personne. Résultat de cette étude parue dans Science Advances, les empreintes digitales d'un même individu présentent des similarités. Et donc, effectivement, les résultats de leur étude montrent qu'il y a une ressemblance qui est assez forte entre les différentes empreintes digitales d'une personne pour des doigts différents. Et ça, c'est un résultat qui est assez étonnant et assez intéressant. C'était pas du tout attendu parce que typiquement c'est le genre de choses que moi je disais en cours, que les empreintes digitales d'une personne entre les différents doigts étaient aussi différentes que les autres. Ils se sont posé la question de quelque chose qu'on pensait acquis. Ça c'est intéressant. Et puis ça peut avoir de nombreux intérêts pratiques. Parce que bien souvent, lorsqu'on veut reconnaître quelqu'un, on n'a pas forcément l'empreinte adéquate. Et ce travail peut dire, si j'ai l'empreinte d'une personne mais pas exactement l'empreinte du même doigt, je peux quand même sortir une conclusion. Donc ça peut être intéressant. Et puis dans des applications, on va dire criminelles, on peut avoir l'empreinte de cette personne et pas avoir forcément l'empreinte du doigt en question. Attention donc, cela ne signifie pas que l'on pourrait se tromper de personne lors d'une enquête ou d'une identification, mais que l'on pourrait se servir de cette similarité si on n'avait pas l'empreinte du bon doigt. Et en plus de ces potentielles applications, cette étude prouve que ces méthodes d'apprentissage automatique, que sont les réseaux de neurones profonds, sont des outils intéressants pour aller scruter des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas voir avant. La grande inconnue qui demeure, c'est toujours de mieux comprendre comment ces empreintes digitales se forment précisément lors du développement fœtal. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Eve Etienne. À la réalisation, Benjamin Hu et Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Élise Le. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.